Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel événement à Galma et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui le professeur Henri Atlan, professeur émérite à l'Université de Paris 6 et à l'Université de Jérusalem. Nous avons aussi aujourd'hui avec nous pour la discussion la doctoresse Ariane Giacobino qui est généticienne. Dans la suite de ce que nous avons débattu au cours des dernières émissions à Galma, nous continuons cet exercice qui est celui de, en fait, aborder un sujet sous l'angle psychanalytique et neurobiologique en compagnie d'invités. Et aujourd'hui, le sujet que nous allons débattre, qui est celui qui est au centre des recherches du professeur Atlan, c'est-à-dire l'auto-organisation intentionnelle, c'est-à-dire comment les systèmes biologiques se mettent en place sans que l'on imagine une intentionnalité venant de l'extérieur, mais provenant du système lui-même. Et évidemment, ce type de question peut aussi être abordé, en tout cas nous trouvons ça extrêmement stimulant, pour ce qui est du cerveau, du système nerveux, du comportement et du côté aussi de la psychanalyse de l'inconscient. Y a-t-il une auto-organisation intentionnelle de l'inconscient freudien et, disons, des questions qui nous préoccupent. La question, c'est, OK, il y a cette décision, prise de décision inconsciente, comment alors remettre ça en lien, ou mettre ça en lien avec l'auto-organisation intentionnelle. C'est-à-dire comment un système, c'est vraiment le centre de votre modèle et de vos théories, comment un système va justement, de manière auto-organisée, pouvoir produire des prises de décision. C'est un peu ça. Oui, alors... Bon, on a essayé, si vous voulez, de faire un modèle qui reproduit au moins formellement et logiquement une action volontaire relativement simple, mais qui quand même mobilise beaucoup de questions, qui est celle donc qu'on voit dans le fameux film 2001 de Kubrick, oui, où on voit des grands singes qui s'amusent avec des ossements, et puis il y en a un qui donne un coup avec un de ces ossements par hasard sur un de ses congénères, et puis tout d'un coup, il a compris qu'il peut recommencer cette fois-ci avec le but de donner. Autrement dit, il s'est créé un but qui n'existait pas auparavant, donc il a appris à répéter cet acte qui avait été fait une première fois, donc de façon non intentionnelle, et il le répète cette fois-ci de façon intentionnelle. Bon, ben, avec un mélange, si vous voulez, de deux réseaux purement mécaniques, eh bien, on arrive à reproduire, si vous voulez, un comportement qui, encore une fois, logiquement ressemble à ça. Je dis bien logiquement parce qu'évidemment, on n'a pas fabriqué un singe exprès qui va être capable de faire cela. Mais on a fabriqué, donc, encore une fois, un modèle mécanique de réseau qui est capable donc d'apprendre des nouveaux buts et de se les fixer même comme but. Alors, et de les exécuter. Dans cette définition d'un but ou identification d'un but, après il y a toute la mécanique qui est évidemment très importante à mettre en place. Mais quel est, j'allais dire, le but du but? Enfin, il doit y avoir une valence positive ou est-ce que c'est trop anthropomorphique d'imaginer comme ça pour un système non vivant? Ben, moi, oui, je crois en effet qu'il ne faut pas s'attacher à tout prix à trouver une finalité à tout ça. Et au contraire, à partir du moment où on cherche à donner des explications du vivant par l'intermédiaire de mécanismes, ben, il ne faut pas se donner la facilité, si vous voulez, d'aller vite et d'expliquer par des finalités, quelles qu'elles soient, c'est-à-dire la survie ou bien l'avantage adaptatif, etc. Bon, je veux dire, tant qu'on peut toujours utiliser ce vocabulaire parce que c'est commode. Par exemple, quand on voit un chien qui ouvre des portes pour chercher son maître, qui fait tout un tas d'activités, évidemment, qui ont l'air parfaitement intelligentes et intentionnelles, alors on décrit son comportement en disant ben, il veut retrouver son maître, il va faire cela, il va sauter sur des obstacles dans le but de ceci et cela. Ben, c'est très bien. De même quand nous décrivons notre propre comportement à nous. Mais il vaut mieux considérer ça comme une espèce
de commodité de langage, c'est-à-dire dans la mesure où nous ne savons pas exactement quels sont les mécanismes, d'abord ils sont très complexes ces mécanismes, peut-être que nous n'arriverons jamais à en connaître absolument tous les détails, donc c'est évidemment plus commode d'utiliser un discours intentionnel que de décrire le comportement d'un chien de façon purement mécanique. Par contre, le comportement d'une amibe, même s'il a l'air intentionnel aussi, puisqu'une amibe se dirige vers sa proie, elle fait des mouvements qui ont pour effet de la phagocité. Donc là aussi, on a aussi apparemment un comportement intentionnel. Dans ce cas-là, on peut se passer du discours intentionnel et décrire tous ces phénomènes-là par des phénomènes physico-chimiques, mécaniques, de déformation de la membrane, sous l'effet de produits éventuellement sécrétés dans le milieu par la proie, etc. Donc, et là, on peut parfaitement décrire tout le phénomène sans faire appel à une finalité. De même, un spermatozoïde qui se dirige vers un ovule, ben, si vous voulez, il n'a pas l'intention de contribuer à la reproduction de l'organisme quel qu'il soit. Donc il fait ça de façon purement mécanique, à cause de son flagelle qui est stimulé par le milieu dans lequel il se trouve. Si le milieu change d'ailleurs, ben, ça ne marchera pas. Et donc il y a tout un... Et, autrement dit, tant qu'à certains niveaux d'organisation, on peut se passer du discours intentionnel. Oui. Maintenant, à d'autres niveaux, on ne peut pas s'en passer, mais c'est pour des commodités de langage. Et souvent, il arrive qu'on découvre des mécanismes qui nous permettent d'évacuer un discours intentionnel dans des domaines... D'ailleurs, à un niveau de grande complexité, comme le comportement humain ou comme en psychanalyse, l'association libre, on peut se dire que quand on commence à faire des relations de causalité, on fait plus des prospections rétrospectives ou des rétrospections prospectives que, au fond, un véritable travail de causalité. La causalité est toujours après coup. Bien sûr. En fait, on fait un travail surtout d'interprétation de la part, je suppose, de, voilà, mais qui de la personne qui est. Je veux dire, ce qui est très fort dans votre livre récent sur le post-génomique, enfin, une critique du déterminisme qui, au fond, aussi, pour le psychanalyste, conduit à démonter une certaine idée de la causalité. Alors, je ne sais pas, non, moi je ne fais pas une critique du déterminisme, au contraire, même d'une certaine façon. Ça, je sais bien que vous dans, en faites dans pas, la mesure... c'est extrêmement déterministe, mais c'est un démontage d'une certaine vision du déterminisme. Ben non, c'est-à-dire que bon, on peut admettre que la nature, y compris la nature humaine, soit complètement déterminée, mais que ces déterminismes-là soient très complexes et tels que nous ne les connaissons pas tous. À partir du moment où nous ne les connaissons pas tous, eh bien, s'introduit inévitablement la notion de hasard, de aléatoire, qui n'est peut-être pas intrinsèque, ontologique, comme on dit, fondamentale, mais qui est tout simplement le résultat de notre ignorance d'un certain nombre de causes. Mais, tout à fait, oui. Mais enfin, juste, oui, c'est un point. C'est-à-dire, au fond, on peut générer de l'imprévu. Il y a de l'indéterminé. Parce que nous ne connaissons pas la totalité de l'univers. D'accord. Donc votre idée, parce qu'en fait, quand on le lit, on peut le lire de deux manières. Soit qu'il y a un défaut de connaissance pour connaître les lois de l'intentionnalité, ou au contraire qu'il y a non, au fond, un trou dans le déterminisme. Ah non, pour ce qui concerne l'intentionnalité, non seulement il n'y a pas un défaut de connaissance, mais encore, justement, tout le pari consiste à faire des modèles mécaniques qui vont expliquer de façon déterministe l'émergence d'intentionnalité et qui, par la même occasion, si ce programme de recherche réussit, eh bien, élimineront en réalité le besoin d'un discours intentionnel pour décrire un certain nombre de phénomènes, alors que actuellement nous en avons encore besoin. Et ce que vous dites, c'est que finalement, c'est la répétition qui va faire la preuve de l'intention qui se situe derrière. Alors, dans le modèle que nous avons fait, en effet, c'est-à-dire que c'est la mémoire, c'est-à-dire l'intention a l'air d'être orientée vers l'avenir, alors qu'en réalité, les mécanismes par lesquels elle s'exprime mobilisent essentiellement la mémoire du passé. Mais la mémoire du passé, sous certaines conditions, d'une part, en effet, qu'il y ait répétition, et d'autre part, qu'il y ait répétition, mais pas à l'identique. C'est-à-dire qu'il y ait chaque fois des petits décalages qui permettent, en effet, la nouveauté d'arriver. Sur un tracé qui a déjà été marqué une fois. Voilà. Mais si on prend
disons, la démarche, elle est claire, je comprends très bien, c'est effectivement éviter des solutions de facilité en disant la solution de facilité extrême, c'est de dire c'est Dieu qui veut ça, par exemple. Et puis l'autre, c'était de dire c'est la vie. C'est-à-dire, deuxième niveau, dire c'est la vie. C'est le vivant, comme on dit, c'est-à-dire voilà. ce sont les propriétés de la vie que de permettre ceci. Mais une fois qu'on dit ça... Au niveau suivant, dire c'est l'inconscient. Ça dépend qu'est-ce qu'on entend par inconscient. C'est-à-dire que si c'est une façon de cacher l'ignorance, en effet, c'est le niveau suivant. Mais donc la démarche, moi, évidemment, je dirais, non, mais je pense que là, vous mettez en place, vous suivez la démarche scientifique la plus pure, si on peut dire, c'est-à-dire de vraiment aller à l'explication de tout. Et je pense que c'est un moteur inégalable pour le scientifique. Mais juste peut-être, alors par anthropocentrisme, ou parce que le fait d'être un physiologiste aussi, évidemment, je me suis beaucoup occupé, enfin, comme tout physiologiste, des phénomènes homéostatiques, de maintien de l'intégrité, des mécanismes qui permettent le maintien de l'intégrité d'un organisme. Une des idées qui a été mise en avant en mettant, disons, le point d'attention sur l'homéostasie, c'est par exemple ce que Antonio Damasio a développé autour du rôle de l'état du corps, des états somatiques, du fait qu'on peut associer certains états somatiques à peut-être un coût énergétique moindre, ou enfin quelque chose qui est perçu par le sujet comme agréable, et qu'en fait la prise de décision, l'intentionnalité dépend, dans un système complexe comme l'humain et son cerveau, de l'anticipation de l'état du corps dans lequel on va être, et que finalement c'est l'état le moins désagréable, l'anticipation de l'état le moins désagréable qui va dicter la décision. Alors, ce qui voudrait dire que dans un système d'auto-organisation intentionnelle, il devrait y avoir une sorte de senseur de bien-être. Est-ce que dans vos modèles, vous mettez cela? Oui, mais justement, il s'agit de savoir de quoi sont faits ces senseurs de bien-être. C'est-à-dire, il ne suffit pas de dire il y a des senseurs de bien-être et on a une anticipation de ce qui est agréable ou désagréable. Très souvent, les interprétations que vous citez fonctionnent dans l'autre sens. C'est-à-dire, on observe quelque chose. Alors, c'est vrai qu'on observe que nous sommes capables d'anticipation. Nous projetons, faisons des projets, donc nous sommes capables d'anticipation. Et maintenant, alors, on va interpréter ça en disant, ben oui, là, les anticipations, elles sont utiles à l'organisme. Ben, c'est pas sûr. C'est-à-dire que peut-être que certaines sont utiles, peut-être certaines ne le sont pas. Et que les causes des unes et des autres, bien, procède de l'histoire de l'individu et pas nécessairement de ce qui va être forcément utile, disons, ou pour le bien oui, ou de alors, l'organisme. Bon, d'ailleurs, si on se recroise avec la psychanalyse, on voit que finalement, justement, ces principes d'homéostasie et d'équilibre ne fonctionnent pas si bien que ça. Je veux dire, avec l'au-delà du principe de plaisir, Freud a bien montré que ça ne fonctionne pas si bien que ça. Voilà, ça c'est une question qui est centrale pour la psychanalyse. Enfin, qu'est-ce qui est à la source du fait que ça fonctionne si mal? C'est-à-dire pourquoi chez l'humain, des mécanismes biologiques qui semblent équilibrés, dont on n'est pas capable de déchiffrer les lois, et produisent autant de destruction de soi et de destruction de l'autre, autant de malaise dans la civilisation. Eh bien, c'est là où, à nouveau, Spinoza peut rendre des services. C'est-à-dire que c'est par anthropomorphisme que nous pensons que ça devrait fonctionner bien. Pourquoi est-ce que ça devrait bien fonctionner? C'est déjà pas mal quand ça fonctionne bien. Puis il y a d'autres cas où ça fonctionne mal. Mais il n'y a pas de raison a priori pour laquelle ça devrait toujours fonctionner bien. Il n'y a pas de raison à ce que ça soit physiologique. Pour vous, par exemple, l'homéostasie n'est pas une loi. Ah ben si, c'est une constatation. La question est de savoir quels en sont les mécanismes. Eh bien, à mon avis, je pense que les mécanismes d'homéostasie ne sont pas les mêmes à tous les niveaux d'organisation. Au niveau d'une cellule, ce n'est pas les mêmes mécanismes d'homéostasie qu'au niveau, je sais pas, du cœur, par exemple, du système circulatoire, ou du système respiratoire, ou du cerveau, éventuellement. Tout à fait. Alors là, c'est tout à fait, et on
connaît justement la physiologie quand même, décrit toute une série de mécanismes. Finalement, c'est de la cybernétique, de réattrant, de feedback positif. On a une variable, la glycémie doit être un tel. Donc, il n'y a pas de but. Non, mais il n'y a pas de but, il n'y a pas Imposé de l'extérieur, mais il est imposé par le système lui-même. Il s'impose par le système lui-même, mais il n'y a pas de raison, si vous voulez, à ce but. C'est-à-dire que le but que le système s'impose n'est pas forcément ce qui est le plus utile du point de vue, en plus de nos interprétations extérieures. Voilà, mais c'est en ça que, parce que évidemment, la position est totalement déterministe, mais on pourrait dire qu'il y aurait un déterminisme moniste qui est différent d'un déterminisme dualiste. Et que là, vous prenez radicalement la position d'un déterminisme moniste qui fait apparaître le déterminisme, qui fait éclater le déterminisme dualiste, du genre... bien sûr, mais parce que le dualisme lui-même a des difficultés à se tenir debout qui sont insurmontables, quoi. Donc, je renvoie à Descartes et à la glande pinéale, ou à Leibniz et à l'harmonie préétablie, etc. Je veux dire, enfin, le dualisme est très, très difficile à faire fonctionner. Mais revenons un instant sur... Le monisme aussi, d'ailleurs, mais pour d'autres raisons. Enfin, quand vous dites qu'il n'y a pas d'états mentaux, hein, c'est une position très, très radicale. Il n'y a pas d'états mentaux séparés d'états cérébraux, ou différents des états cérébraux. C'est-à-dire un état mental, c'est un état cérébral. Et un état cérébral, c'est un état mental, alors conscient ou inconscient, effectivement. Mais il n'y a pas de séparation, et donc il n'y a pas de relation de cause à effet entre un état mental et un état du corps. Et réciproquement, il n'y a pas de relation de cause à effet entre un état du cerveau ou un état du corps, la vision d'un objet, par exemple, et un sentiment, une idée, une pensée. Le déterminisme moniste est une critique radicale du déterminisme dualiste qui est quand même très présent dans la psychanalyse. Puisque là, je ne suis pas là comme physiologiste, comme Pierre, ou comme généticien, comme Ariane Jacobino, mais enfin, je vous parle depuis la psychanalyse qui, au fond, s'enfonce parfois dans une vision beaucoup trop, opposant des causalités dans un registre dualiste. Bien sûr, oui. Alors, si on revient à la notion d'homéostasie avec la génétique ou l'épigénétique, on peut se dire qu'on a un système justement qui permet d'absorber dans les gènes ou via des modifications chimiques des gènes ce qui se passe au niveau de l'environnement pour restituer une sorte d'homéostasie et permettre, en modulant l'expression des gènes, de redonner un fonctionnement biologique optimal par rapport à l'environnement, s'il est modifié ou non. Donc que cette homéostasie, elle est quand même recherchée par le système, sans finalité, mais en tout cas, elle est observée. Elle est observée sans aucun doute. Maintenant, quand on parle d'environnement par rapport aux gènes, il faut voir que ce n'est pas du tout l'environnement de l'organisme. L'environnement des gènes, c'est les autres molécules. L'environnement des gènes, c'est déjà à l'intérieur de la cellule toutes les molécules qui constituent la cellule et qui ne sont pas des ADN. Donc c'est ça l'environnement des gènes. Et encore même, les parties non codantes des ADN font aussi partie de l'environnement des gènes. Donc tout ça constitue un ensemble, en effet, d'interactions extrêmement complexes parce qu'il y a beaucoup d'espèces moléculaires qui interagissent les unes avec les autres, avec beaucoup de boucles de rétroaction, etc. Très difficile à analyser. Maintenant, où, en effet, les mécanismes épigénétiques d'auto-organisation jouent un rôle. Maintenant, dire que c'est à nouveau que ce sont des phénomènes d'homéostasie qui ont pour but de protéger l'organisme, etc., je ne suis pas sûr du tout. Il y a un lien de cause à effet qui permet une meilleure adaptation, on peut dire. Il y a quand même des... Pas toujours. C'est ça. Alors quand le système est dépassé, effectivement, on peut se dire que le système n'arrive pas à suivre. Non, mais l'adaptation, enfin, classiquement, l'adaptation biologique est toujours présentée comme une espèce de recherche d'optimum. C'est-à-dire comme si c'est la meilleure solution possible. Alors que l'adaptation, il y a une adaptation triviale qu'on ne peut pas nier et que je ne nie pas, qui consiste tout simplement à survivre. C'est-à-dire que si évidemment il y a une modification, ne serait-ce que d'une cellule telle qu'elle ne peut pas survivre, ben, elle ne survit pas et puis c'est terminé. Bon, si elle survit, alors on peut dire qu'elle est adaptée. Mais ça ne veut pas dire qu'elle survit de la meilleure façon possible. Tout à fait, mais on est de nouveau finaliste si on dit que l'organisme cherche à survivre. Exactement, bien sûr. Mais
c'est la fameuse logique du vivant, quelque part. Mais est-ce qu'elle existe ou pas? Et peut-être que vous la mettez en question. Mais attendez, la logique du vivant, justement, si on reprend cette expression de François Jacob, eh bien, correspond tout à fait à cette vision qui a été initiée, d'ailleurs, plus ou moins, enfin, de façon, disons, forte, par la biologie moléculaire des années 60, et à partir de laquelle, eh bien, ce même François Jacob a eu une expression en disant qu'on n'étudie plus la vie dans les laboratoires et qu'on étudie justement ce qu'il appelle la logique du vivant. Il disait ce sont des algorithmes du vivant qui nous intéressent. En disant ça, il n'a fait que répéter de façon moins provocante une déclaration tout à fait fracassante des premiers biochimistes du début du XXe siècle, Szent-Györgyi, qui disait « La vie n'existe pas, je l'ai cherché dans mon laboratoire, je n'ai jamais trouvé ». Bon, quand il disait ça, bon, évidemment, ça ne voulait pas dire qu'il pensait que c'était pareil pour lui ou pour les gens de son entourage d'être vivant ou mort, bien sûr. Mais ça voulait dire simplement que la vie n'était plus un objet de recherche scientifique. C'est un objet d'expérience, de vécu, mais ça n'est pas un petit peu comme l'âme, si vous voulez. L'âme, aujourd'hui, n'est plus un objet de recherche scientifique pour la psychologie de quelque école que ce soit. Mais l'âme reste quand même quelque chose d'important dans le vécu de tout le monde, pour des artistes, pour des poètes, bon, mais ça n'est pas un objet de recherche scientifique. C'est pareil pour la vie. Mais bon, l'étude alors des algorithmes de la vie, c'est-à-dire des mécanismes qui permettent de maintenir l'intégrité d'un organisme, évidemment, sont intéressants, enfin importants. Mais c'est plus qu'intéressant. Et en plus de ça, ça mobilise des disciplines spécifiques, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de réduire la biologie à la physique et à la chimie. Non, c'est une physique et une chimie qui sont propres à ces mécanismes biologiques-là, mais c'est quand même une physique et une chimie. Donc, et pour lesquelles, donc justement, il n'est pas nécessaire ou il n'est pas indispensable, disons, de faire appel chaque fois à une finalité en vue de maintenir, en vue de faire ceci, en vue de faire cela. C'est après coup que ça nous apparaît comme ça et qu'on l'interprète de cette façon-là. C'est après coup oui, c'est plus un dispositif de mise en critique de la temporalité. Enfin, c'est une réflexion sur le temps. C'est même pas une réflexion, c'est une façon spontanée, si vous voulez, de réagir à quelque chose qui fait quelque chose. Mais prenons quand même... Si vous voulez regarder, Kant lui-même a distingué les différentes sortes de finalités. Alors il y en a qu'il a rejetées et d'autres qu'il a acceptées. Il a accepté celles qui concernent justement les organismes vivants parce qu'il pensait qu'on n'arriverait jamais à expliquer, comme il dit, de façon purement mécanique, ne serait-ce que la croissance d'un brin d'herbe. Bon, il dit qu'il n'y aura jamais un Newton qui expliquera de façon mécanique la croissance des brins d'herbe. Bon, maintenant, on l'explique. On le sait aujourd'hui, bon. Oui. Et par contre, il rejetait une forme de finalité que nous avons tendance aussi à accorder à des phénomènes naturels, qui consiste à dire, eh bien, pourquoi est-ce que tel fleuve s'est creusé sa vallée de cette façon-là, avec tel ou tel méandre, etc. Ah bien, parce que c'est grâce à cela que des alluvions ont été déposés et que grâce à ça, eh bien, évidemment, nous allons pouvoir cultiver une terre et nous nourrir, etc. Donc la nature a bien fait les choses dans notre intérêt. Bon, évidemment, il rejette cette finalité qu'il appelle une finalité externe, mais que nous avons tendance, si vous voulez, c'est la mentalité magique. Vous savez, il reste encore beaucoup d'éléments de mentalité magique dans la pratique scientifique. Mais juste, moi je reviens toujours à cette idée d'homéostasie, peut-être parce que je suis physiologiste, je suis un peu obsédé par ça, et je suis d'accord avec vous qu'il y a différents niveaux de systèmes d'homéostasie, que effectivement ce qui se passe au niveau d'une cellule est différent, disons, à un certain, et on arrive assez bien à l'expliquer même maintenant, le système cardiovasculaire aussi. Et puis, si on met tout ça ensemble, on arrive à un moment donné à un organisme qui peut bouger, qui est doué d'action. Et donc, toute la question, finalement, autour de ce dont on discute, c'est qu'est-ce qui va motiver cette action? Alors, peut-être rien du tout. Alors, voilà, c'est peut-être... Mais maintenant, admettons, moi j'aime bien dire parfois que le cerveau est l'organe suprême de l'homéostasie, dans le sens où notre cerveau est quand même capable de constituer des représentations, et ça, je pense que vous êtes d'accord, parce que vous dites que mais que la mémoire, on a la mémoire des actions, appelons ça mémoire. Alors, on peut enregistrer quand même dans le cerveau
que le singe, quand il a d'abord joué avec ses ossements, puis il a vu ce que ça fait quand il donne ça sur un de ses copains, et après il a dit, mais si je veux éliminer d'autres, enfin, il a enregistré. Donc il a une représentation de ça. Je ne crois pas. Or, il simule, si vous voulez, ce comportement du singe. Ils n'ont pas de représentation. Non, bien sûr, ils n'ont pas de représentation. Ça, je suis d'accord. Mais voilà, donc ils reproduisent un comportement intentionnel sans représentation. Mais alors pourquoi ils le représentent Parce que quand nous l'observons de l'extérieur, bien nous observons logiquement, formellement, si vous voulez, la même chose que ce que nous observons dans l'exemple du singe. Et il n'y a pas de mécanisme oui, comme je dis, de censeur de bien-être ou de récompense. Eh bien non, puisque dans ce modèle-là, ce censeur de bien-être que nous appelons justement par analogie une fonction de satisfaction, oui. Ben, ça n'est pas du tout une satisfaction au sens habituel, puisqu'il est déterminé uniquement par la fréquence relative des répétitions des états en question. Donc c'est cela qui crée... Oui. Mais alors en quoi? Alors ça me rappelle un petit peu le fameux Darwin 1 ou Darwin 2 de Edelman, qui était aussi ce petit robot qui se promenait. Puis il avait quand même donné une valence positive au fait d'aller dans un endroit plus sombre que en effet, oui, mais ça c'est un problème, parce que si c'est l'expérimentateur ou le programmeur, en l'occurrence Edelman, qui donne une valence positive ou négative, ça veut dire plus de l'auto-organisation. C'est pas quelque chose qui émerge du système lui-même. Tandis que dans le modèle que nous avons fait, on s'est débrouillé pour que... En effet, et qu'est-ce qui les fait émerger? Tout simplement la fréquence relative d'un événement par rapport à un autre. Et cette fréquence, elle dépend de deux choses, c'est important. Voilà. Elle dépend, dans le modèle en question, d'une part de la structure même du réseau, donc éventuellement du câblage du cerveau, même s'il se modifie, et puis aussi de l'histoire du système, de l'histoire des différents stimuli en provenance de l'environnement qui sont présentés au système, et qui sont à l'origine, entre autres aussi, donc, de cette fréquence relative d'un état par rapport à un autre. Et donc, pour revenir à notre question, toujours autour de l'inconscient, finalement, que ce soit conscient ou inconscient, c'est pas si important que ça dans ce modèle d'auto-organisation. Non, en effet, de toute façon, le modèle dont je vous ai parlé n'était pas un modèle d'inconscience, c'était un modèle justement de décision consciente qui essayait de reproduire d'une certaine façon l'acte du singe qui transforme une action effectuée une première fois par hasard en procédure finalisée. Donc comment est-ce qu'on peut imaginer une chose pareille? Ou aussi bien de reproduire un mécanisme dans lequel il n'y a pas de causalité d'un état mental sur un état du corps. Donc de ce point de vue-là, évidemment, qui va tout à fait dans le sens de ces fameuses expériences de Libet. Donc dans ce sens-là, pour vous, il n'y a pas de différence entre le conscient et l'inconscient. C'est pas pour moi qu'il n'y a pas de différence. Pour moi, il y a une différence entre le conscient et l'inconscient. Simplement, je dis que dans le modèle dont j'ai parlé, nous ne sommes pas préoccupés de faire la distinction entre le conscient et l'inconscient. Bien sûr qu'il y a une différence. Voilà, mais c'est quelle différence alors? La différence pour moi, en effet, c'est pas l'inconscient de Freud. La différence, c'est que l'inconscient, c'est le non-conscient. Et puis c'est voilà, c'est ça. Il y a une unité pour vous dans ce que vous énoncez. Bien sûr. Juste maintenant, du non-conscient avec le conscient. C'est les mêmes mécanismes. Bien sûr. Alors attendez, non, ça n'est pas les mêmes mécanismes, mais dans la mesure où l'un est conscient, l'autre ne l'est pas. Donc il faut bien admettre qu'il y a apparition à la conscience de phénomènes qui ne le sont pas toujours. Nous faisons sans arrêt des actions inconscientes. Chaque fois qu'on conduit une voiture, on fait tout un tas de mouvements qu'on a appris qui sont devenus inconscients. D'accord, ça c'est du non-conscient, c'est de l'automatique. Ce qui intéresse le psychanalyste, bon j'y vais parce que comme ça... Non, mais bien sûr. Mais... Allons-y, ce qui intéresse le psychanalyste, c'est le fait que l'inconscient est habité d'une logique différente que du conscient, que Freud appelait le processus primaire, c'est-à-dire marqué par l'absence de temps, l'absence de contradiction, l'absence de négation, donc un autre mode de fonctionnement. Bien sûr, bon, mais ça on peut parfaitement l'admettre. On peut parfaitement admettre que dans tout cet ensemble de phénomènes non conscients, il y a des mécanismes différents, en effet, de ceux qui apparaissent à la conscience. Ce qui ne veut pas dire que si c'est non conscient, c'est forcément automatique. Oui, tout à fait. Non, alors pour nous, l'inconscient est... Enfin, il y a une partie de l'inconscient qui peut être automatique, mais l'intérêt de l'inconscient
dans la clinique psychanalytique, c'est l'inconscient, oui, mais pas automatique. Mais aussi, le non-conscient dont je parle est intéressant dans la mesure où il produit aussi de l'imprévu. Non seulement il produit de l'imprévu, mais c'est là que se fabrique le futur. C'est très intéressant pour C'est là que se fabrique le futur. Ouais. Le non-conscient peut aussi... C'est pas qu'il peut, c'est là que se fabrique le futur. Donc, c'est ce système d'auto-organisation. Enfin, il contribue à l'auto-organisation du système. Bien sûr. Bien sûr. Ouais. Mais alors... Puisque la conscience, finalement, ça n'est que la mémoire du passé. Donc, le futur ne peut se fabriquer en tant que... Du côté du l'imprévu. De l'imprévu, donc du non-conscient. De la surprise. Bien mais sûr. aussi, alors, de la contingence. Bien sûr. Qu'est-ce que vous appelez, vous, la contingence? Eh bien, c'est le hasard. Oui, c'est la même chose pour vous, le contingence sûr, et le hasard. Bien sûr, oui. Parce qu'au fond, il y a beaucoup de contingences qui fabriquent l'avenir. Oui, qui fabriquent l'avenir. Oui, bien sûr. Je me souviens, je cite souvent ça, mais je ne sais pas s'il l'a dit, mais que Michel Serres disait la contingence, c'est la grande loi de l'univers. Enfin, c'est une des lois. Il y a aussi des lois déterministes. Oui. Mais bon, il y a une façon aussi de créer des mémoires de la contingence. Ah ben, une fois que c'est arrivé, ça n'est plus contingent. Voilà. C'est-à-dire et ça rentre dans le système d'auto-organisation, justement. C'est-à-dire c'est le paradoxe des futures contingences. C'est-à-dire dès qu'il y a eu une contingence, elle devient nécessité. Ah ben, c'est-à-dire à partir Parce qu'il est plus possible qu'elle n'ait pas eu lieu. Ah ben oui, ça c'est... Malheureusement. Oui, s'il n'y a pas de bénéfice, pourquoi elle serait recherchée alors? Attendez, mais on a le droit de rechercher beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire que tout ce que nous recherchons se produit et que tout ce qui se produit, c'est ce que nous avons recherché. Oui, mais on sort du hasard ou de la stochasticité si finalement on a tendance à répéter quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose justement à la clé. Le grand singe va frapper à nouveau parce qu'il y a trouvé quelque chose d'intéressant ou qu'il a eu une interaction différente. Bien sûr, mais ça n'est pas toujours comme ça. C'est-à-dire il y a des répétitions automatiques précisément, ou il y a des répétitions même qui apportent de l'imprévu, donc qui ne sont pas automatiques, et qui ne sont pas le fruit d'un désir, quel qu'il soit, quoi, si vous voulez, conscient ou inconscient pour le coup. Donc ce modèle d'auto-organisation que vous avez validé par les systèmes que vous avez mis en place, enfin, et puis élucidé, je dis ça comme ça, vraiment pas une critique, mais ça rend... Vous pensez que ça pourrait rendre compte de la complexité du comportement humain, ou est-ce que c'est un élément Ça n'est qu'un élément, c'est-à-dire que de toute façon, il faut bien distinguer... C'est pas une question bateau, je m'excuse. Non, pas du tout. Mais, non, mais vous avez raison, parce qu'en effet, c'est une source de malentendu. C'est-à-dire qu'il faut bien distinguer un état donné de la connaissance scientifique ou de la recherche des règles que nous pouvons nous donner à nous-mêmes dans notre comportement de tous les jours. C'est de ce point de vue-là que si la vie n'existe pas comme objet de recherche scientifique, il n'en reste pas moins que notre vécu existe et que nous devons nous comporter, parce que nous n'avons pas le choix, en faisant comme si, eh bien, en effet, il y avait un libre choix alors qu'on sait qu'il n'y en a pas, comme s'il y avait des représentations alors qu'il n'y en a pas, comme si les états mentaux étaient la cause de mouvements du corps alors on sait que ce n'est pas vrai. Nous devons faire comme si, parce que justement, à cause de toute cette complexité qui constitue notre comportement non seulement individuel, mais aussi et surtout social, eh bien, on ne peut pas faire autrement. Et donc, nous utilisons, encore une fois, ce langage intentionnel dans la vie de tous les jours, pas seulement pour nous, mais aussi pour certains animaux qui sont proches de nous, alors qu'on sait que en soi, ça n'est pas comme ça que les choses se passent, mais nous n'avons pas le vocabulaire, si vous voulez, qui nous permettrait de décrire les choses comme elles sont au niveau Nous, on utilise un mécanique. Vocabulaire, comment est-ce que de vous tous le les jours. qualifieriez, de tous les jours. Voilà. Donc, parce que là, c'est une position radicalement, comment est-ce qu'on pourrait dire, anti-sujet, quoi. Il n'y a pas de sujet. Mais bien sûr qu'il y a un sujet. Alors, non seulement. Alors, simplement, il y a une différence. Alors, il est où ce sujet? Le sujet, il est construit précisément. C'est-à-dire que le sujet n'est pas donné. Il y a en effet une différence entre une théorie du sujet donné, un sujet qui vient d'ailleurs, ou qui est même donné à la naissance. Il n'est pas donné à la naissance. Le génome ne détermine pas un sujet, si vous voulez. Voilà. Donc, le sujet se construit au fur et à mesure de l'existence. C'est ça. Donc, il n'est pas le sujet plein de certaines conceptions psychologiques ou philosophiques ou le moi. Il est divisé, c'est un processus. Il peut s'unifier aussi éventuellement, mais il se construit. Si vous voulez, il n'est pas donné. Là, vous êtes presque d'accord finalement. Si le sujet se construit avec son environnement et son temps, sans détermination préalable.
avec une dimension d'auto-organisation, c'est-à-dire de dire il y a de l'indétermination et de la contingence, de l'auto-organisation, avec un sujet qui se constitue dans le chemin même de sa constitution. Absolument. C'est d'une émergence. Absolument. On pourrait dire que le sujet est une émergence. On peut dire ça comme ça, oui, à condition de ne pas oublier que le sujet est une union de corps et d'esprit. Que le sujet, ça n'est pas un esprit qui domine le corps, comme disait Platon, etc. Ça va très bien avec la psychanalyse, puisque le sujet de la pulsion, c'était lui-même formé de corps et d'esprit. Donc, on peut quand même se dire qu'un ordinateur ne va pas, disons, si on lui donne ses règles d'auto-organisation, quel genre de sujet il va produire? Écoutez, moi, je pense que l'ordinateur, justement, pourra peut-être éventuellement se construire lui aussi en sujet, mais ce sujet-là ne sera jamais un sujet du même type qu'un sujet humain, pour une raison très simple, c'est que l'ordinateur est fabriqué d'un matériel différent du matériel dont les êtres humains et les animaux sont fabriqués. Il n'a pas de physiologie. Il a une physiologie, mais il a une physiologie mécanique qui dépend de la mécanique du silicium, de la mécanique des composants électroniques, tandis que nous dépendons de la mécanique des biomolécules et de la biochimie. Donc, ce n'est pas la même mécanique, ce n'est pas le même corps. Autrement dit, ce n'est pas le même hardware. Donc, or, on ne peut pas séparer, justement, contrairement aux fonctionnalistes qui pensent que les mêmes fonctions peuvent être effectuées par des corps différents, et donc un ordinateur qui pourrait avoir les mêmes fonctions cognitives, justement, qu'un être humain pourrait accéder à des expériences qui seraient semblables aux nôtres, eh bien, je ne crois pas, parce que tout simplement, je ne crois pas qu'on puisse séparer le software du hardware. Dans la mesure où l'ordinateur est fabriqué avec une matière qui est différente de la matière dont nous sommes fabriqués, pas parce que nous sommes vivants et que lui ne l'est pas, parce que tout simplement, nous, c'est la biochimie du carbone, tandis que lui, c'est la chimie ou la physique du silicium. Oui, vous disiez lors de conversation tout à l'heure qu'il n'y a pas de différence entre le vivant et le non-vivant. C'est quelque chose de ce genre? En soi, si vous voulez, effectivement, il n'y a pas de différence de substance. C'est la même substance organisée de façon différente. C'est-à-dire c'est un ensemble d'atomes et de molécules. Alors c'est vrai que ce ne sont pas exactement les mêmes molécules. Il y a des molécules qu'on ne trouve que dans les organismes vivants, les protéines par exemple, ou les acides nucléiques, ADN, ARN. Mais ce sont quand même des molécules qu'on sait reconstruire maintenant, qu'on sait synthétiser, y compris dans un tube à essai. Ben oui, on va voir Craig Venter maintenant qui fait de la biologie synthétique. Oui, mais bien sûr. C'est-à-dire que alors, tout ça est tout à fait concevable. Je veux dire, ça ne devrait pas nous choquer. Non, oui. Mais la biologie synthétique reste synthétique. Reste synthétique, même si les choses se font à son insu, finalement. Attendez, bien sûr qu'elle reste synthétique, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas naturelle pour autant. Elle est naturelle, oui. C'est-à-dire un produit synthétique, par exemple un plastique, c'est un produit synthétique qui n'existe pas spontanément dans la nature. C'est ça. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas naturel. Il ne pourrait pas exister s'il n'appliquait pas les lois de la chimie, en l'occurrence. Donc si on fait de la biologie synthétique un jour, parce que pour le moment on n'en est pas là, et Craig Venter n'a pas encore fait ça, contrairement à ce qu'il a pu dire. Donc si on y arrive un jour, eh bien ça voudra dire tout simplement qu'on aura fait en effet des artefacts biologiques vivants. Et ça on commence déjà à en faire. Alors ce n'est pas totalement la biologie synthétique, mais tout simplement une souris transgénique, c'est déjà un artefact qui n'existe pas dans la nature. Mais c'est un être vivant qui est naturel, bien que étant le produit de l'activité humaine. Cette réflexion, elle met vraiment en question ce qui est comme la physiologie de Claude Bernard, en fait, en quelque sorte. Oui. Et donc, c'est vraiment une vision, bien sûr, qui alors est très stimulante, mais c'est vrai qu'elle remet en question quelques-uns des fondements de la biologie contemporaine, moderne en tout cas. Non, parce que malgré tout, alors, à moins que la physiologie contemporaine soit elle-même en retard sur la biologie moléculaire, ce qui n'est pas impossible. Oui, parce que, si vous voulez, la physiologie de Claude Bernard, eh bien, il n'est pas sûr que Claude Bernard l'eût conservée
aujourd'hui. Aujourd'hui. Ouais. C'est comme Freud, il serait neurobiologiste aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses, François? Ben, c'est ce qu'il avait annoncé, plus ou moins. Ben oui. Il avait ce projet-là pour dans quelques décennies. On l'invitera à la prochaine. On l'invitera. Voilà, écoutez, merci beaucoup de cette conversation et qu'on se réjouit de continuer peut-être une autre fois. C'est vrai qu'on pourrait se dire qu'il faudrait un deuxième temps de la conversation avec un petit décalage. Voilà. Voilà, merci.